Le chauffe-eau a rendu l'âme un mardi. Je me souviens que c'était un mardi parce que les mardis, Thorvald rentrait toujours avec des mandarines de l'épicerie tunisienne au bas de la rue. Pas par habitude consciente, mais par ce genre de fidélité silencieuse que les hommes doux cultivent sans jamais pouvoir l'expliquer. Il avait fait ça pendant 28 ans. L'épicerie est maintenant un salon de coiffure discount. Thorvald est parti depuis 5 ans, et le chauffe-eau a lâché un mardi, comme si la semaine elle-même tenait encore son calendrier de deuil. Je me suis retrouvée debout dans la salle de bain, la paume posée sur le métal froid du boîtier, cherchant une chaleur qui n'était plus là. Je savais ce que ça signifiait. Ça signifiait appeler quelqu'un. Ça signifiait expliquer la vieille tuyauterie, ses caprices, le coude qui faisait un bruit de gorge avant de coopérer. Ça signifiait un inconnu dans la maison, avec ses yeux professionnels qui regardent les choses sans voir ce qu'elles sont. Je n'ai appelé personne. J'ai mis mon manteau d'intérieur, celui de Thorvald, en laine grise avec l'effilochure au col, et je me suis installée dans la cuisine où le vieux four en fonte irradie encore. Je me suis dit que je réglerais ça la semaine prochaine. Je m'appelle Isolde, j'ai 84 ans, et je veux vous dire quelque chose qu'il m'a fallu presque 2 ans, une cheville foulée, un incident avec une gouttière et une échelle mouillée, et un après-midi de novembre particulier pour finalement comprendre. Je veux vous le dire avant que vous fassiez ce que j'ai failli faire. Avant de laisser quelqu'un vous tendre une brochure glacée avec des photos de jardins impeccables. Avant de laisser ceux qui vous aiment, avec les meilleures intentions du monde, démonter l'unique vie que vous reconnaissez encore comme la vôtre. Voici ce que je sais sur les maisons. Une maison n'est pas la somme de ses murs. Cette maison, dans laquelle j'habite depuis 39 ans, est l'endroit où mon fils Lazare a appris à lire en traçant les lettres sur la vitre embuée en hiver. C'est là que j'ai planté le figuier dans la cour l'année de mes 52 ans, sans savoir que je vivrais pour le voir déborder par-dessus le mur du voisin. C'est là que Thorvald et moi avons traversé les mauvaises années, et elles étaient mauvaises pour de vraies raisons, sans jamais cesser de partager le même banc dans la cour le soir venu. C'est là que je suis devenue qui je suis, lentement, la façon dont les rivières creusent leur lit. On ne plie pas tout ça dans une valise et on n'emporte pas la personne intacte dans un endroit qui s'appelle les jardins de l'aurore ou la résidence du lac. Mais les corps deviennent encombrants. C'est la vérité brute que personne ne dit assez clairement. Mes mains, qui autrefois retournaient la terre et tapaient à la machine et pétrissaient le pain, ont commencé à trembler quelque part autour de mes 80 ans. Pas violemment, juste persistamment, comme une vitre qui vibre dans un certain vent. Ma hanche droite, blessée lors d'une chute de vélo en 1991 et dont je croyais m'être entièrement remise, avait apparemment des opinions sur les escaliers qu'elle avait gardées pour elle pendant des décennies. Et mes yeux, qui n'ont jamais été particulièrement fiables, avaient commencé à exiger une lumière qu'aucune de mes lampes ne semblait capable de produire. Ces choses ne sont pas arrivées d'un coup. Elles sont venues comme vient l'automne, un coucher de soleil légèrement plus tôt chaque soir. Rien de dramatique, rien de soudain, jusqu'au matin où l'on réalise qu'il fait nuit avant le dîner et qu'on ne sait plus vraiment quand ça a commencé. Ma belle-fille Praxède s'en est aperçue avant moi, ou avant que j'aie accepté de le voir. Praxède est une femme méticuleuse, elle fait des listes. Elle anticipe les problèmes comme un géomètre anticipe les failles du terrain, en mesurant tout, en ne laissant rien au hasard ni aux émotions. Elle a de bonnes intentions. Je tiens à être parfaitement claire là-dessus. Elle a des intentions d'une sincérité absolue. Elle a commencé à venir 2 fois par semaine au lieu d'1. Elle a réorganisé l'armoire à pharmacie pour que les médicaments essentiels soient à hauteur des yeux, ce qui était pratique,
et qui ressemblait aussi au premier petit drapeau planté sur le territoire de mon autonomie. Elle a laissé des notes imprimées sur le plan de travail, rappels sur les médicaments, consignes sur la cuisinière. Elle parlait avec Lazare dans des voix qui baissaient d'un ton quand j'entrais dans la pièce. Quand j'ai finalement demandé directement ce qui se discutait en mon absence, elle s'est assise en face de moi à cette table de cuisine et elle a dit, avec ce soin particulier à Praxède, que la famille avait réfléchi à des options. Des options. Le mot est arrivé comme une pierre jetée dans une eau immobile. J'ai regardé les cercles s'élargir. Elle avait fait ses recherches, naturellement. Il y avait un classeur, des intercalaires de couleurs, une section pour les services d'aide à domicile, une pour ce qu'elle appelait délicatement les résidences adaptées, et une pour un établissement dont je tairai le nom, qui se vantait de son unité spécialisée dans les troubles cognitifs, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, étant donné que je n'ai aucun trouble cognitif et n'ai, à ma connaissance, donné à personne de raison d'en penser autrement. J'ai regardé le classeur, j'ai regardé Praxède, j'ai dit, avec toute la dignité que j'ai pu rassembler, que j'y réfléchirais. Je n'y ai pas réfléchi, j'ai pensé à tout sauf à ça. J'ai pensé au figuier et à qui l'arroserait en août si je n'étais plus là pour le faire. J'ai pensé aux étagères que Thorvald avait construites, trop étroites pour être sensées, magnifiques dans leur absurdité, qui ne signifieraient rien dans n'importe quelle autre maison et tout dans la mienne. J'ai pensé à ce que ça veut dire d'être une femme qui a élevé un enfant et géré un bureau et appris l'espagnol à 65 ans et fait pousser des tomates depuis des graines et qui se voyait maintenant tendre un classeur à intercalaires colorés. Lazare est venu comme je savais qu'il viendrait. Il a pris le train depuis Bordeaux. C'est un homme bon, mon fils, doux de cette façon que certains hommes grands cultivent, toujours légèrement désolé d'occuper autant d'espace. Il s'est assis dans le fauteuil de Thorvald. Ils s'assoient tous dans le fauteuil de Thorvald maintenant. J'ai cessé de faire des remarques, c'est un fauteuil. Et il m'a dit qu'il était inquiet. Il a utilisé le mot plusieurs fois, inquiet. Je l'ai entendu à chaque fois comme un mot différent, effrayé, coupable, épuisé par la logistique d'avoir une vieille mère qui refuse de se laisser gérer. Je lui ai dit ce que j'avais dit à Praxède, que j'allais bien, que la maison était gérable, que j'avais un système. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que le système échouait lentement depuis 18 mois, que j'avais arrêté de cuisiner de vrais repas parce que rester debout longtemps devant la cuisinière faisait gonfler ma hanche, que je n'étais plus allée faire mes courses seule depuis l'automne où mes mains avaient tremblé dans le bus et où une inconnue avait dû m'aider à boutonner mon manteau, ce qui n'était pas exactement douloureux, mais qui m'avait laissée assise sur mon propre canapé pendant 1 heure dans un état que je ne savais pas nommer, que le chauffe-eau était froid depuis 3 semaines et que je n'en avais parlé à personne. Je protégeais quelque chose, pas l'orgueil, enfin pas seulement. Je protégeais la version de moi-même qui existait encore dans ces pièces, celle qui savait où était chaque chose et pourquoi elle s'y trouvait, celle qui avait des opinions sur le café et la façon juste de tailler les rosiers et quels livres méritaient leur réputation et lesquels ne la méritaient pas. Cette version-là avait besoin de cette maison comme une flamme a besoin de l'air. Prenez la maison et vous ne déplacez pas la flamme, vous l'éteignez. Mais j'avais aussi peur, ce qui est plus difficile à admettre que tout le reste, peur d'avoir tort, peur que la maison soit en train de gagner, peur que le classeur de Praxède ne soit pas une réaction excessive, mais une réponse raisonnée à quelque chose de réel, que tout le monde voyait, sauf moi. L'incident de la cheville s'est produit en novembre.
J'ai glissé sur la pierre mouillée de la cour en tendant le bras vers le pot d'herbes aromatiques que je garde près de la porte. Je me suis rattrapée en montant en métal et je me suis tordu la cheville assez sérieusement pour mériter un bandage et les propos sévères du médecin sur ce qu'elle a appelé une prise de risque inutile. Lazare a appelé dans l'heure. Praxède a fait le voyage le lendemain matin. Le classeur a réapparu. J'ai accepté d'essayer une aide à domicile. Pas en permanence, pas de façon définitive, juste une femme qui viendrait quelques matins par semaine pour aider avec ce que la cheville rendait difficile. Elle s'appelait Geneviève Solène. Elle était compétente, ponctuelle et dotée de cette jovialité particulièrement forte que certaines personnes adoptent avec les personnes âgées, comme si notre difficulté tenait à l'ouïe et non aux circonstances. Elle m'appelait ma belle, comme signe de ponctuation. Bonjour ma belle, on y est ma belle. Voilà qui est mieux ma belle. J'ai tenu 6 semaines. Je veux être juste. Geneviève Solène était efficace. Elle faisait tout correctement. Elle m'aidait à me laver sans me faire sentir entièrement comme un objet qu'on traite. Elle préparait des repas nutritionnellement appropriés. Elle n'était jamais cruelle, mais elle déplaçait les choses, pas négligemment, pas malveillamment, utilement, toujours utilement. Mes lunettes de lecture ont migré du rebord de la fenêtre vers le tiroir de la table de nuit. La tasse dont je me sers pour le thé du matin, la bleue avec l'anse légèrement irrégulière que j'ai achetée à un potier sur un marché en 2001, s'est retrouvée un jour sur une autre étagère. De petits réajustements faits dans l'esprit de l'ordre, chacun un petit effacement. Quand la tasse bleue a bougé pour la 3e fois, j'ai compris quelque chose que je n'aurais pas pu expliquer à Praxède ni à Lazare sans passer pour une femme qui perd le sens des proportions. La tasse importait non pas pour ce qu'elle était, mais pour l'endroit où elle vivait. Parce que la disposition des choses dans ma maison est une carte de ma propre histoire. Déplacer la tasse n'était pas rangé. C'était révisé. J'ai remercié Geneviève Solène la semaine suivante. Lazare a dit des choses difficiles à entendre. Je les ai entendues et je les ai gardées en moi. Puis j'ai continué ce que j'avais décidé. Ce que j'avais décidé, c'était simplement de tenir, de garder la ligne, de passer l'hiver et de voir ce que le printemps apporterait. Ce que le printemps a apporté, c'est Nour. Elle est arrivée en mars. Je l'ai vue pour la première fois depuis la fenêtre de devant, où je m'assieds souvent le matin parce que la lumière y est la meilleure. Elle était de l'autre côté de la rue, aux prises avec 2 caisses de livres, un vélo pliant récalcitrant et une clé qui refusait de coopérer avec la serrure de la maison d'en face. Elle devait avoir 35 ans. Elle se déplaçait avec cette énergie légèrement défaite de quelqu'un qui a trop de choses à faire et pas tout à fait assez de mains pour les tenir. Elle n'a pas frappé à ma porte. C'est moi qui ai frappé à la sienne, le lendemain, quand je l'ai vue tenter de déchiffrer une notice de montage sous la pluie pendant qu'une bibliothèque en kit barrait son couloir. J'ai apporté des sablés parce que j'en avais fait la veille et parce qu'arriver chez un inconnu sans quelque chose à offrir me semble faux dans un sens presque physique. Elle m'a regardée comme si j'étais légèrement miraculeuse. Elle m'a dit qu'elle était dans la maison depuis 2 semaines et n'avait encore parlé à personne dans la rue. Je lui ai dit que ça ne m'étonnait pas, que la rue était devenue peu sociable et que ce n'était pas sa faute. Je lui ai aussi dit qu'elle assemblait la bibliothèque à l'envers et que Thorvald en avait monté une identique 3 fois avant de comprendre le tour de main, et que je pouvais lui expliquer exactement où était l'erreur si elle le souhaitait. Elle souhaitait. Je me suis tenue dans l'encadrement de sa porte dans mon manteau, et je lui ai expliqué de mémoire,
la méthode de Thorvald qui n'était probablement pas celle du fabricant, mais qui avait fonctionné pendant 30 ans. La bibliothèque a tenu bon. Nour l'a regardée avec l'air d'une personne qui traverse des mois difficiles et vient de connaître un petit succès sans complication. Elle est venue prendre le thé le jeudi suivant. Elle avait récemment quitté une autre ville après une rupture professionnelle douloureuse, une association artistique dissoute après des années, dans des circonstances qu'elle n'a pas détaillées et que je n'ai pas cherché à connaître. Elle avait un fils, Camille, qui avait 9 ans et qui venait chaque week-end et qui était, dit-elle avec un sourire compliqué, une tempête déguisée en enfant. Elle s'en sortait, dit-elle, elle progressait. Je ne lui ai pas dit que moi aussi je m'en sortais. Ce mot avait commencé à avoir un goût malhonnête dans ma bouche. Ce qui s'est passé ensuite s'est passé lentement, ce qui est la seule façon dont les choses qui fonctionnent vraiment ont tendance à se passer. Nour a commencé à laisser de petites choses. Un sac de provisions sur le palier avec un mot griffonné quand elle avait remarqué que je n'étais pas sortie. Une réparation de la serrure de la cour qu'elle avait faite sans le mentionner à l'avance. Elle a envoyé un message un jour pour me demander si je savais quelque chose sur les figuiers, ce que j'ai trouvé d'une délicatesse remarquable, étant donné qu'elle avait clairement regardé mon arbre et inventé une raison de me questionner. J'ai commencé à laisser des choses aussi, un pot de confiture de figues, les instructions écrites pour le coude de la tuyauterie, qui sont véritablement ésotériques et dont j'avais le pressentiment qu'elle en aurait besoin un jour. Un livre glissé dans la boîte aux lettres. Camille est arrivée un samedi d'avril et a immédiatement entrepris de tomber amoureux du figuier avec la totalité et l'immédiateté que les enfants de 9 ans consacrent à ces amours-là. Il a demandé s'il pouvait revenir. J'ai dit oui. Il a demandé s'il pouvait apporter ses carnets de dessin et s'asseoir dans la cour. J'ai dit oui à ça aussi. Il est revenu le samedi suivant et s'est installé sous l'arbre pendant 3 heures à le dessiner sous tous les angles, avec un sérieux artistique que j'ai reconnu et admiré. J'ai apporté une citronnade. Il m'a montré les dessins. Il avait saisi la façon dont les branches s'écartent, cette qualité penchée, comme si l'arbre avait passé des décennies à écouter quelque chose venu de l'Est. C'était vraiment bien. Je le lui ai dit. Pas de la façon dont les adultes disent aux enfants que leurs œuvres sont bien. Je le lui ai dit comme je le dirais à n'importe qui dont le travail m'avait touché. Il est revenu le samedi d'après, et celui d'après encore. Entre-temps, Nour a réparé le chauffe-eau. Elle a aussi remplacé une section de gouttière qui posait problème depuis 2020, et elle a fait les 2 choses avec le pragmatisme tranquille de quelqu'un qui a trouvé une façon utile de dire merci et qui la préfère aux mots. En échange, je l'ai nourrie 2 soirs par semaine. Pas comme une transaction, ça a commencé à ressembler moins à un échange et davantage au rythme naturel de 2 foyers en vraie proximité. Camille a commencé à me poser des questions. Sur l'arbre d'abord, puis sur le jardin en général, puis sur Thorvald, dont il avait remarqué la photo sur l'étagère et dont il a demandé directement, de la façon dont seuls les enfants peuvent demander directement. Je lui ai parlé de Thorvald, plus que je n'en avais parlé à quiconque depuis 5 ans. Il écoutait avec l'attention complète d'une personne pour qui les histoires de la vie des autres ne sont pas encore ordinaires. Un après-midi, il m'a demandé si j'avais toujours vécu seule, et j'ai dit non, et il a dit « Est-ce que tu as peur la nuit ?» Et j'ai marqué une pause parce que je pesais quelle quantité de vérité convenait à un enfant de 9 ans, et j'ai dit « Parfois un peu, moins qu'avant ». Et il a accepté ça avec un sérieux immense et a dit « Moi aussi j'ai parfois peur la nuit. Maman laisse la lumière du couloir allumée. »
et j'ai dit que c'était un arrangement très sensé. Quand Lazare est venu en juin, il m'a trouvé dans la cour avec Camille, qui apprenait à distinguer les mauvaises herbes des plantes à conserver. Il s'est arrêté un moment dans l'encadrement de la porte avant que je le remarque, et quand je me suis retournée, son visage avait une expression que je ne savais pas tout à fait lire, quelque chose entre le soulagement et quelque chose de plus ancien et de plus complexe. Plus tard, autour du thé, je l'ai entendu au téléphone avec Praxède. Il disait « Elle a l'air différente, mieux. Il y a des voisins, une femme et son fils. » Puis une pause pendant que Praxède répondait. Puis Lazare a dit « Je sais, je crois qu'elle a des gens. » Elle a des gens. J'ai gardé cette formule longtemps en moi après. Je l'ai retournée, je l'ai testée. C'était vrai. Pas de la façon dont Geneviève Solène avait été une personne assignée à moi. Pas de la façon dont les établissements sont pleins de gens. De la façon qui compte vraiment, qui est mutuelle, qui est choisie, qui repose sur un besoin courant dans plus d'une direction. Nour avait besoin de quelqu'un qui connaissait le quartier, la tuyauterie, la façon dont certaines serrures ont du caractère par temps humides. Camille avait besoin d'un endroit où apporter ses dessins sérieux et être prise au sérieux. J'avais besoin de ce qu'il me donnait sans que l'un ni l'autre ait à nommer ce que c'était. La cheville a guéri. La hanche a toujours ses opinions. Les matins où le tremblement est plus marqué, j'envoie parfois un message à Nour, qui vient ouvrir ce qui doit être ouvert, avec l'absence totale de cérémonie qui rend la chose supportable. Elle ne dit pas « bien sûr », ni « aucun problème », ni aucune des formules qui portent la pitié dans leur sillage. Elle vient, elle ouvre, et elle reste généralement pour le café. Je veux vous dire quelque chose maintenant, si vous êtes l'enfant, le petit enfant ou le conjoint de quelqu'un qui vit seul, dans une maison devenue trop grande ou trop compliquée. Je veux vous le dire franchement, parce qu'il ne me reste plus de patience pour autre chose que la franchise. La conversation qui doit avoir lieu n'est pas « quel établissement pouvons-nous trouver qui soit sûr, correctement encadré et dont les brochures montrent un joli jardin ?» La conversation qui doit avoir lieu est « qu'est-ce que cette personne a encore à donner et qui dans le monde a précisément besoin de ça ?» Parce que voilà ce qu'on nommait dans chaque brochure, chaque classeur à intercalaire, chaque conversation bien intentionnée avec une table entre vous. Les personnes âgées, les femmes surtout, les femmes qui ont passé 40 ans à constituer l'infrastructure invisible des familles et des quartiers, n'ont pas seulement besoin d'être aidées, elles ont de l'aide à donner. Elles en sont des réservoirs. Elles ont une patience forgée dans des circonstances que vous ne traverseriez pas debout. Elles ont une connaissance du spécifique, du pratique et de l'humain qui n'existe dans aucun manuel. Elles ont du temps, ce qui est en réalité plus rare qu'il n'y paraît, et la capacité d'y être présente. Ce dont Camille avait besoin, ce n'était pas d'une grand-mère de substitution, ni d'un programme d'activité parascolaire. Il avait besoin de quelqu'un qui regarde ses dessins comme on regarde quelque chose qui compte. Il se trouvait que j'étais disponible. Il se trouvait que j'avais été, autrefois, quelqu'un capable de faire la différence entre un travail techniquement correct et un travail qui contient quelque chose de vrai. Ce dont Nour avait besoin, ce n'était pas d'une mentor ni d'une ressource communautaire. Elle avait besoin de quelqu'un qui sache comment fonctionne la tuyauterie du quartier, qui fasse des sablés et qui soit passé par des choses difficiles et tenait encore debout dedans, et qui avait fini par comprendre qu'on peut être diminué par les circonstances sans être diminué en tant que personne. Ce dont j'avais besoin, c'était de rester une personne, pas une résidente, pas un facteur de risque, pas une case que Praxède devait cocher.
une personne dans une maison qui sent les vieux livres et la confiture de figues, et 39 ans d'existence vécue, qui ouvre sa porte le matin sans savoir tout à fait ce que la journée apportera, ce qui est tout ce que l'un d'entre nous a jamais vraiment eu, et tout ce que l'un d'entre nous a jamais vraiment eu besoin d'avoir. Le chauffe-eau fonctionne maintenant. Camille a fait un dessin de la cour au moment où les figues commençaient à rougir, et il me l'a offert dans un cadre fabriqué avec du carton et de la ficelle dorée. Il est accroché dans la cuisine. Je tremble encore quand je verse le thé. Je me réveille encore à 3 heures du matin, et je reste allongée à reconstituer Thorvald en fragments, ses mains, la façon particulière qu'il avait de rire de ses propres plaisanteries, son poids dans le lit. Il y a encore des matins où la maison me semble très grande et très silencieuse, de façon qui n'ont aucun remède. Mais le samedi matin, il y a des pas sur le sentier dallé, et un visage sérieux apparaît à la fenêtre de la cuisine avant même de frapper, parce qu'il sait que je suis déjà levée, et il y a quelque chose à me montrer, ou une question à poser, ou parfois simplement le fait simple et sans complication d'être quelque part où l'on a décidé d'être, et j'ouvre la porte. C'est tout, en réalité. C'est ce que j'ai appris après 2 ans, un classeur à intercalaire, un hiver très froid, et une femme prénommée Geneviève Solène qui a déplacé ma tasse. On ne résout pas la solitude en construisant des structures autour d'elle, on la résout en ouvrant la porte. La réponse était déjà dans la rue. Elle a toujours été dans la rue, dans chaque ville où des personnes âgées sont assises seules dans des maisons qui refroidissent et où des personnes jeunes sont assises seules dans des maisons qui désespèrent, et où personne n'a encore frappé à la mauvaise porte au bon moment pour dire en substance « Me voilà, avez-vous 1 minute, pouvez-vous m'aider, puis-je vous aider, allons-nous, oui, je crois bien que oui. » On passe une grande partie de sa vie à croire que certaines choses ne changeront jamais, que les gens resteront proches, que tout continuera comme avant. Mais la réalité est plus silencieuse que ça. J'ai écrit quelque chose à ce sujet, pour ceux qui commencent à le ressentir. C'est juste en dessous dans le premier commentaire.